Aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement des catastrophes naturelles, mais aussi de ce qui échappe généralement au bilan climatique, les relations entre parents et enfants. La plupart des parents souhaitent offrir à leurs enfants le meilleur, soin, amour, sécurité. Mais un point important est souvent négligé, alors qu'il conditionne directement leur avenir. Regardez le bilan des catastrophes climatiques de la semaine dernière et vous comprendrez de quoi il s'agit. Pakistan. Les pluies de mousson d'une extrême intensité continuent de semer le chaos au Pakistan. Dans la province du Pendjab, une nouvelle vague de fortes pluies débutée le matin du 16 juillet a coûté la vie à au moins 63 personnes en 24 heures, et 290 autres ont été blessés. Les inondations ont entraîné la fermeture de plusieurs autoroutes et l'annulation ou le retard de dizaines de vols. Dans le district de Chakwal, en raison de 450 mm de précipitations, plus de 30 routes ont été détruites. Dans certains quartiers de Rawalpindi, l'eau a atteint le niveau des toits, obligeant les habitants à fuir en abandonnant leurs biens. Les coupures d'électricité et de communication ont entravé les opérations de secours. Dans le district de Lahore, une brèche de 9 mètres dans un barrage a déversé l'eau vers des zones habitées. Sur la rivière Satledge, un autre barrage a cédé, provoquant l'inondation de nombreux villages et terres agricoles. Depuis le 26 juin, 216 personnes ont perdu la vie dans le pays, dont 101 enfants. La plupart des morts sont dus à l'effondrement de maisons ou à des électrocutions, et beaucoup se sont noyés. Vietnam. Le 19 juillet, des tempêtes soudaines accompagnées de pluies torrentielles et d'orages ont frappé le nord du Vietnam. La catastrophe a provoqué un effondrement des transports dans la capitale, Hanoï. Les routes étaient bloquées par des arbres, les panneaux de signalisation et les motos jonchaient les rues. Dans la baie pittoresque de Halong, l'un des lieux touristiques les plus populaires du pays, un drame s'est produit. Un bateau de promenade transportant 49 personnes a été foudroyé par un coup de vent violent. Un membre d'équipage, l'un des rares survivants, a raconté qu'une vague puissante a heurté la coque et que le navire s'est retourné en 10 secondes. Des passagers ont été coincés dans les cabines, tandis que ceux se trouvant sur le pont n'ont même pas eu le temps de réagir, ils ont été engloutis et emportés en mer. Peu ont réussi à enfiler un gilet de sauvetage. L'opération de recherche s'est déroulée dans des conditions météo difficiles, mobilisant environ 1000 spécialistes et plus de 100 engins. 10 personnes ont été sauvées. Tragiquement, 35 personnes sont décédées et 4 autres sont portées disparues. Roumanie. Le 17 juillet, une violente tempête avec des rafales allant jusqu'à 120 km/h a frappé la région de Valachie. Dans le comté de Prahova, environ 32 000 abonnés ont été privés d'électricité. À Bucarest et dans la banlieue, le phénomène a duré seulement une demi-heure, mais a semé le chaos. La température est tombée brutalement de 30 degrés Celsius à 18 degrés Celsius. Des dizaines d'arbres sont tombés sur des voitures, et des toitures ont été arrachées de plusieurs bâtiments. Les habitants ont été surpris sur la voie publique, beaucoup se sont agrippés à des arbres ou à des poteaux pour ne pas tomber. Même à l'intérieur des bâtiments, ils ne se sentaient pas en sécurité. À Otopeni, une femme a perdu la vie, des débris de toiture d'une maison voisine se sont détachés et sont entrés dans son logement, lui causant des blessures mortelles. États-Unis. De fortes pluies le soir du 19 juillet ont provoqué des inondations soudaines dans le comté de Montgomery, au nord de Washington DC, jusqu'à 150 mm en 1h30 dans certains quartiers. Le niveau de l'eau dans le ruisseau Sligo Creek a monté de 3 mètres en 30 minutes, inondant routes et bâtiments. Les habitants, choqués par la vitesse de la montée, ont déclaré que cela ne s'était jamais vu en 20 ans. Pour la première fois dans l'histoire de la région, le service météorologique national a émis une alerte d'inondation en urgence. Des dizaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans des voitures ou des bâtiments. Des évacuations d'urgence ont été menées, et certaines routes sont restées fermées le lendemain matin. Entre le 1er janvier et le 15 juillet, les États-Unis ont enregistré 3040 alertes pour inondations soudaines, un record depuis l'instauration du système moderne d'alerte en 1986. Le 16 juillet, sur un champ de tir à l'arc dans le New Jersey, la foudre a causé la mort d'une personne. 13 autres ont été blessés, dont 8 enfants.
Les victimes souffraient de brûlures et de divers traumatismes, et ont été transportées vers des hôpitaux locaux. Les experts rappellent que même un orage apparemment bénin peut être mortel et dès les premiers signes, il faut éviter de rester à l'extérieur et vite se mettre à l'abri. Russie. Des incidents tragiques liés à la foudre se sont produits en Russie également. Le 17 juillet, dans les montagnes de la Kabardino-Balkarie, un berger a été tué par la foudre. La tempête a éclaté soudainement et il n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri. Le troupeau de moutons, un cheval et un chien ont aussi été frappés. Le 19 juillet, en République de Touva, un garçon de 13 ans est mort. Il aidait à déplacer un troupeau de chevaux dans un campement de bergers quand l'orage a éclaté. Une foudre l'a atteint directement, le décès a été instantané. Activité sismique. Le 16 juillet, au large de la côte de l'Alaska, États-Unis, un puissant séisme de magnitude 7,3, à une profondeur de 20 km, a eu lieu. L'épicentre se trouvait à 87 km au sud de la ville de Sand Point. Les autorités ont rapidement annoncé une alerte au tsunami pour le sud de l'Alaska et les îles Aléoutiennes, mais elle a été levée 2h30 plus tard. Dans les 5 jours suivants, plus de 200 répliques ont été enregistrées, dont la plus intense à magnitude 6,2. Aucune information n'a fait état de dégâts majeurs ou de victimes. Le 20 juillet au soir, la péninsule du Kamtchatka, Russie, a été secouée par une série de séismes puissants dans l'océan Pacifique, entre 72 km et 209 km de Petropavlovsk-Kamchatsky. En moins d'une heure, 4 secousses de magnitude supérieure à 6,0 se sont produites, la plus forte atteignant 7,6. Les secousses ont été ressenties par les habitants de plusieurs localités, y compris la capitale du kraï du Kamtchatka. Dans les maisons, les meubles oscillaient, la vaisselle tintait, des marchandises tombaient des étagères dans les magasins, et les habitants inquiets se précipitaient dans les rues. Beaucoup n'ont pas osé retourner dans leurs appartements, certains ont préféré passer la nuit dans leur datcha. Après les premières secousses violentes, le ministère des situations d'urgence a déclaré une alerte au tsunami, qui a été levée par la suite. À la suite de ce puissant séisme, une série de répliques s'est produite. En seulement 3 jours, la région a enregistré près de 1000 secousses secondaires, dont certaines atteignant une magnitude de 6,7. 47 d'entre elles avaient une magnitude égale ou supérieure à 5,0. Il n'y a pas si longtemps, un séisme de magnitude 5 faisait sensation dans les médias et provoquait une résonance mondiale. Aujourd'hui, de tels événements surviennent presque quotidiennement et ne sont plus perçus comme exceptionnels, on n'en parle même pas toujours. C'est là la preuve la plus flagrante de l'ampleur et de la discrétion avec lesquelles l'activité sismique de la planète a augmenté. Le matin du 18 juillet, le plus grand supervolcan d'Europe, les Champs Flégréens, a de nouveau semé la peur parmi les habitants d'Italie. Un séisme de magnitude 4,0 s'est produit à Naples. Son épicentre se trouvait en mer, près du littoral, dans le quartier de Bagnoli, au cœur même de la caldeira flégréenne. Le foyer du séisme était situé à seulement 2,5 km de profondeur, ce qui a rendu les secousses particulièrement intenses et a entraîné des conséquences notables. Dans le tunnel Montolibano, un maillon clé de la nouvelle ligne ferroviaire ouverte il y a à peine 4 mois, de graves fissures sont apparues. Le tunnel a dû être fermé, ce qui a non seulement perturbé fortement les transports dans la région, mais aussi bloqué l'accès au dépôt d'entretien des trains. Typhon vif. Depuis le 19 juillet, le typhon vif s'est abattu sur plusieurs pays d'Asie. Aux Philippines, il a intensifié des pluies de mousson déjà abondantes, provoquant des inondations de grande ampleur. Plus de 800 000 habitants ont été touchés par la catastrophe. Dans la région métropolitaine de Manille, le niveau de la rivière Marikina est monté jusqu'à 15 mètres, entraînant l'évacuation des populations vivant à proximité et la mise en œuvre de mesures de protection. Les inondations ont affecté plus de 100 routes et ponts, et plus de 1200 habitations ont été endommagées. Au matin du 21 juillet, 5 personnes étaient mortes et 7 étaient toujours portées disparues. Le 21 juillet, le typhon vif a frappé la Chine. À Hong Kong, les vents ont dépassé 167 km/h, provoquant de nombreux dégâts. Selon les autorités, des centaines d'arbres ont été déracinés, et au moins 26 personnes ont été blessées. À Zhué, dans la province du Guangdong, les rafales étaient si puissantes que des personnes étaient projetées au sol et clouées par la force du vent. Dans le district de Fuzhou, province du Fujian, près de 300 mm de pluie sont tombés en 12 heures.
Des quartiers résidentiels et commerciaux, des parkings souterrains et des rues ont été inondés. Les torrents d'eau ont emporté des voitures, et un glissement de terrain a entièrement bloqué l'entrée d'un tunnel routier, interrompant la circulation et empêchant l'accès des secours. Plus de 900 vols ont été annulés dans la région. Le 22 juillet, le typhon a atteint le nord du Vietnam. Dans la province de Dien Bien, un pont suspendu s'est partiellement effondré sous l'effet des fortes pluies, faisant 4 blessés. Dans les provinces centrales de Thanh Hoa et Nghệ An, les pluies torrentielles ont causé des coupures d'électricité et accru les risques de glissement de terrain et d'inondation. Corée du Sud. Depuis le 16 juillet, la Corée du Sud est frappée par des pluies torrentielles sans précédent, transformant le pays en vaste zone sinistrée. Des pluies extrêmes ont causé des inondations généralisées et de nombreux glissements de terrain. Des maisons et des routes ont été détruites, plus de 4000 infrastructures endommagées, les communications et l'approvisionnement en électricité perturbés, des trains et des vols annulés. Dans le comté de Sanchon, province de Gyeongsang du Sud, il est tombé jusqu'à 300 mm de pluie en une seule journée, et près de 800 mm en 4 jours. Selon l'agence météorologique coréenne, de telles précipitations extrêmes ne se produisent qu'une fois tous les 100 à 200 ans. Les autorités locales ont ordonné pour la première fois l'évacuation complète de tous les habitants du comté, et non seulement de certaines villes ou villages. La province de Chinchon du Sud a également été durement touchée. À Seosan, il est tombé près de 115 mm de pluie en 1 heure, et 340 mm en 24 heures, un record absolu pour cette zone depuis le début des observations. Toutes les écoles de 5 villes et comtés de la province les plus touchées par les pluies ont été fermées complètement. Dans certaines écoles, l'eau de pluie atteignait la taille des élèves. En 5 jours, la catastrophe a fait 14 morts et 12 disparus. Aujourd'hui, notre planète subit des changements climatiques extrêmement graves. Les cataclysmes emportent déjà de nombreuses vies humaines. Et dans ce contexte de menaces croissantes, ce sont nos enfants qui restent les plus vulnérables. Aujourd'hui, beaucoup de parents s'efforcent de développer leur enfant dans tous les domaines, lui offrir une bonne éducation, l'encourager dans le sport, la science ou la musique. Mais comment la connaissance des langues ou la pratique du violon peut-elle sauver votre enfant d'un séisme ou d'une inondation? À quoi bon tout cela, si votre enfant risque simplement de ne pas vivre assez longtemps pour que ses compétences lui servent un jour? Il est plus facile de se détourner de la réalité, de condamner ou même d'insulter celui qui ose dire cette vérité. Mais cela sauvera-t-il votre enfant? Votre indignation lui donnera-t-elle un avenir? Nous disons être prêts à tout pour nos enfants, mais nous ne voyons pas la réalité. Nous leur offrons beaucoup, mais pas l'essentiel, un avenir. Quand des parents pensent qu'ils ne peuvent rien changer, ils se cachent. Ils se réfugient dans l'illusion de la protection, alors qu'en réalité, ils fuient leurs responsabilités. La vérité est désagréable parce qu'elle exige des actions. Et il est plus simple de choisir des vêtements, de la nourriture, une école, des choses sur lesquelles nous avons un certain contrôle. Mais quand il s'agit de réelles responsabilités, nous disparaissons en tant que parents. Nous devenons de simples personnes indifférentes. Pourtant, si nous assumions vraiment cette responsabilité envers l'avenir de nos enfants, nous n'aurions pas peur. Nous chercherions à comprendre ce qui se passe, à prendre conscience, et à agir. Pour offrir un avenir à son enfant, un parent doit d'abord regarder la réalité en face. Prendre conscience des menaces réelles et cesser de dire « je ne peux pas influencer les guerres » ou « je ne peux pas arrêter les catastrophes naturelles ». Nous devons changer ce monde. Faire de la vie de l'enfant la valeur suprême. Et cela, nous pouvons le faire mais seulement ensemble. En nous unissant autour de la chose la plus simple et la plus essentielle, la protection de la vie des enfants. Et de l'avenir de toute l'humanité.